Régis Chamagne, ancien colonel de l'armée de l'air et expert en géostratégie. Merci d'être en direct avec nous. Votre regard peut-être sur ce qu'on vient d'entendre de la part du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Oui, c'est normal. Le président Zelensky était dans une impasse puisqu'il avait engagé des manœuvres militaires contre les régions de Lougansk et de Donetsk, à l'initiative, certainement poussé par les Anglo-Américains, qui l'ont lâché, puisqu'ils n'ont pas envoyé de troupes pour le supporter, ils lui ont fourni des armes sans plus, si bien qu'il se retrouve seul, et la seule solution qui lui reste, c'est de négocier. Donc il est normal que maintenant, la Russie tende la main aux conditions qu'elle avait dites avant, c'est-à-dire la démilitarisation de l'Ukraine, qui est un pays stratégique, rappelons-le. Dans son livre Le Grand Échiquier, Zbigniew Brzezinski classait l'Ukraine comme pivot géopolitique. C'est un pays frontalier de la Russie, donc très important dans la stratégie américaine d'encerclement de la Russie depuis la chute de l'URSS. Et donc la stratégie américaine vise à encercler la Russie et pour la faire disparaître finalement. Elle y a presque réussi sous les années Yeltsin. Et puis la Russie s'est redressée et il est évident que pour la Russie, l'Ukraine est un pays stratégique qui ne doit en aucun cas entrer dans l'OTAN, c'est-à-dire dans une organisation hostile. Donc ce qui se passe est normal. Les déclarations du porte-parole du Kremlin sont tout à fait légitimes. Je voudrais qu'on aborde le sujet de l'avenir de Volodymyr Zelensky, Régis Chamagne. Donc oui, on l'a vu, la discussion est maintenant ouverte entre Kiev et Moscou, entre le président Zelensky et le Kremlin. Mais à quoi doit-on s'attendre maintenant? Quel avenir pour Volodymyr Zelensky, Régis Chamagne? Je pense qu'il a tout intérêt à négocier et sur le court terme, il peut essayer de sauver sa peau, c'est-à-dire sauver son poste. Sur le long terme, je ne lui vois pas beaucoup d'avenir, dans la mesure où il est soutenu dans son gouvernement par des partis politiques qui se définissent eux-mêmes comme néo-nazis. Donc à partir de là, et à partir du moment où Vladimir Poutine a déclaré qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, je ne vois pas beaucoup d'avenir politique à ce monsieur. Alors, on va essayer de voir en quoi on peut trouver une issue à ce conflit, peut-être avec ce sommet de l'OTAN cet après-midi. Régis Chamagne, qu'en pensez-vous? Qu'en attendez-vous? Rien. L'OTAN n'a pas de pouvoir, n'a pas beaucoup de moyens. L'OTAN est militairement beaucoup plus faible que la Russie. Il n'a pas l'initiative, il a le pouvoir de parler. C'est ce que font les capitales occidentales depuis le début de cette opération. Elles parlent, elles font du théâtre. On est dans une grande pièce de théâtre, mais elles n'ont pas le pouvoir d'action. J'avais écrit sur mon blog un article dans lequel je m'amusais à développer une idée qui est une règle de conservation, une loi de conservation humaine. Un peu à l'image des lois de conservation en physique, comme la loi de conservation de l'énergie totale ou de la quantité de mouvement en mécanique classique. Ma théorie était que l'être multiplié par le paraître est une constante. Et quand on voit quelqu'un qui prend des postures de philosophe, etc., on peut se dire qu'il n'est pas vraiment philosophe. Les vrais philosophes, eux, travaillent, ils ne prennent pas de posture, ils travaillent, ils réfléchissent et ils écrivent. Et quand on voit des chefs d'État ou des ministres des Affaires étrangères pousser des cris d'orfraie, prendre de grandes postures déclamatoires, eh bien c'est tout simplement pour compenser leur incapacité d'agir. Je pense que l'OTAN aujourd'hui est une organisation faible politiquement, militairement, et qui ne sortira pas grand-chose sinon des déclarations. Quelle sortie de crise voyez-vous? Comment envisagez-vous une sortie de crise dans ce conflit?
Comment voyez-vous les choses, Régis Chamagne? Je pense que ça va se terminer effectivement sur le tapis vert par la négociation. Il faut rappeler quand même que depuis très longtemps, Vladimir Poutine appelle à la négociation, qu'il appelle depuis septembre 2015 au respect des accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés par le gouvernement de Kiev, qui ont été signés par 4 pays, l'Allemagne, la France, l'Ukraine et la Russie. Et à force d'attendre, il n'a jamais réussi à se faire entendre, en fait. Il a récemment demandé une réunion au niveau international pour redéfinir les règles de sécurité internationale et en particulier protéger la Russie, assurer la protection de la Russie. Qu'est-ce que les Américains diraient s'il y avait au Mexique une armée menaçante? Et c'est comme ça que la Russie se voit. C'est comme ça que la Russie voit l'Ukraine. Elle voit en l'Ukraine, avec le gouvernement ukrainien actuel et le soutien derrière des Anglo-Américains et de l'OTAN qui envoient des armes et des armes et des armes, elle voit une menace et elle a bien raison de ressentir cette menace. À sa place, on ferait pareil. D'autant qu'il y a eu au préalable des déstabilisations de l'Ukraine, deux révolutions de couleur, rappelons-le, dont la dernière en 2014. Il y a eu des révolutions de couleur en Géorgie, dans les pays au sud de la Russie. Et donc, on sent bien, à travers toutes ces manœuvres, que la Russie, légitimement, se sent menacée. Donc, après cette opération, je pense que Vladimir Poutine négociera avec Zelensky, le président ukrainien, et certainement avec les États-Unis aussi, parce que ce sont les États-Unis qui sont derrière l'offensive ukrainienne dans le Donbass, rappelons-le, hein. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés, l'armée ukrainienne a attaqué le Donbass qui était des républiques autonomes, et contrairement donc aux accords de Minsk, donc c'était les États-Unis qui étaient derrière cette opération, ils ont envoyé Zelensky au carton. Il va falloir négocier donc avec Zelensky et avec les États-Unis, et je pense que ça se terminera logiquement sur le tapis vert, et quand l'Ukraine aura été démilitarisée, de façon assez radicale, je dois l'avouer, par la destruction de toutes ses infrastructures militaires, eh bien, Vladimir Poutine sera en position de force pour négocier, et ça devrait se terminer par une acceptation de la neutralité de l'Ukraine. Régis Chamagne, votre réaction à ces propos de Recep Tayyip Erdogan? Oui, alors là, la politique menée par Erdogan depuis très longtemps est ambiguë. On a l'impression qu'il veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Il ne sait pas trop où se situer. Il avait commencé un rapprochement avec l'Organisation de coopération de Shanghai il y a en 2014, je crois. Et puis, juste après, il a participé à la coalition contre le Yémen. Donc, du coup, il s'est écarté de cette coopération, de cette organisation. Les Russes l'ont sauvé d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État. Mais après, il a joué un mauvais tour aux Russes. Donc, bon, Erdogan, il est un peu, comme son pays l'est géographiquement, entre l'Orient et l'Occident. Et on a l'impression qu'il a un peu du mal à se situer. Il doit prendre en compte l'autorité de la Russie parce qu'il dépend pas. Ça, c'est la sécurité de la Turquie dépend en partie de la Russie, mais il essaye de jouer sa carte pour reconstituer une espèce de grand, pas comme l'Empire ottoman, mais une zone d'influence élargie de la part de la Turquie et en particulier vers les pays turcophones. Donc sa position, il m'étonne toujours Erdogan, parce qu'avant qu'il prenne position, on ne sait jamais de quel côté il va se situer. Là, il a pris son chapeau otanien, réclamant une action plus vigoureuse de l'OTAN, qui ne le peut pas. Encore une fois, je reviens sur l'infériorité militaire de l'OTAN face à la Russie. Dans mon livre de stratégie aérienne, je démontre
par un raisonnement logique que la supériorité dans le domaine de la guerre électronique est le préalable à la supériorité aérienne qui elle-même est le préalable aux opérations de surface. Quand on dit que l'OTAN a beaucoup de soldats et que la Russie en a beaucoup moins, je vous demande de faire un exercice de pensée. Imaginez un combat sur un terrain de foot, par exemple, ou sur un terrain de basket, de 10 soldats contre un seul. Le soldat unique est souple, intelligent, manœuvrier. Les 10 autres soldats sont tous sourds et aveugles. À votre avis, qui va gagner? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans les rapports OTAN-Russie. La Russie a une supériorité écrasante en matière de guerre électronique. Elle l'a démontré en Syrie. Quand elle a déployé 50 aéronefs en Syrie, par où sont-ils passés ces aéronefs? Ils sont passés par la Turquie, sans se faire détecter. Ils sont passés sous la couverture radar de l'OTAN et ils n'ont pas été détectés. Ça veut dire que les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent quasiment dans le domaine du cyberespace. Et d'ailleurs, il y a des témoignages de généraux américains qui ont servi en Irak et qui disent que les Russes font à peu près ce qu'ils veulent avec leur SMS, leur radar et tout, et qu'ils pensent même que les Russes n'utilisent que 60 à 70% de leur capacité. Régis Chamagne, votre réaction à cette déclaration chinoise? Alors, elle est très mesurée. Il faut se rappeler qu'au mois de décembre, les Russes et les Chinois s'étaient rencontrés pour renforcer leurs liens diplomatiques de façon très importante, quasiment pour dire que quand un pays agissait sur la scène internationale, c'était pratiquement avec l'accord de l'autre. C'était allé très loin. Là, visiblement, Vladimir Poutine, j'imagine, a dû prévenir son homologue chinois de cette action, mais les Chinois ont, comme tout le monde, été surpris par l'ampleur de l'action menée en Ukraine. Donc je trouve cette déclaration légèrement, enfin pas légèrement même, très en retrait du mouvement général qui s'était engagé de rapprochement entre les diplomaties russes et chinoises. Ça pourrait signifier que les Chinois ont un désaccord à l'égard de la Russie sur cette affaire. Quelle suite vous voyez dans cette intervention de la part de la Russie en Ukraine? Comment vous voyez les choses? D'abord, je voudrais dire que je pense que Vladimir Poutine a tout anticipé. Les gouvernements occidentaux sont idéologiques et on sait que les idéologues sont prévisibles. Donc je pense qu'il a anticipé les réactions qui se passent aujourd'hui et qu'il a anticipé les possibilités d'action et les actions possibles de l'Occident, en particulier les sanctions. Alors à ce sujet, il faut se rappeler qu'en 2014, quand la Russie a été sanctionnée, ça lui a permis de rapatrier, de relancer son agriculture. Et aujourd'hui, elle a une agriculture très moderne. Elle était importatrice en 2014. Aujourd'hui, elle est exportatrice de blé, de céréales. Et d'ailleurs, à cet égard, à la bourse en ce moment, le prix des céréales est en pleine hausse. Donc, il n'y a pas que le gaz. La Russie n'a pas que le gaz comme levier d'action, elle a aussi les céréales. Donc, aujourd'hui, la Russie, à part les sanctions financières contre des individus russes, la Russie n'a pas grand-chose à craindre des sanctions. Elle est autonome sur le plan énergétique, elle est autonome sur le plan alimentaire. C'est une puissance industrielle en plein développement. D'ailleurs, elle manque de main-d'œuvre. Et s'agissant de SWIFT, elle a développé son propre système alternatif, ainsi que la Chine. Et en ce moment, les économistes nous disent que la Chine et la Russie sont en train de fusionner leur système ou de créer un système commun de transactions bancaires, d'échanges interbancaires. Ce qui signifie que si les sanctions sont d'ordre financier, en fait, ce n'est pas la Russie qui sera éjectée de SWIFT, c'est la Chine et la Russie qui éjecteront SWIFT. Parce que dans un futur, si on voit sur le long terme, la majorité des échanges concrets
se font entre la Chine, qui est dite l'usine du monde, et beaucoup d'autres pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Si donc la Chine et la Russie décident d'utiliser leur système concurrent à SWIFT pour leurs échanges interbancaires, de fait, c'est SWIFT qui va tomber, qui va s'amenuiser et qui ne servira plus qu'aux quelques pays occidentaux. Donc je vois pas je ne vois pas la Russie souffrir des sanctions.